Dans le ballet, il y a une omerta. Tu as des maîtres de ballet qui sont protégés par des contrats CDI, voire des contrats à vie. Si tu commets des fautes graves, tu ne peux pas te faire licencier. Voilà, oui, ma mère m'a amené voir le lac des Cygnes pour la première fois à l'âge de mes 8 ans. J'ai su que c'était ma vocation. Donc, le Bolchoï, ça a apparu comme une évidence. C'est cette envie d'émancipation, de m'élever dans la société et surtout de vivre de ma passion. La danse classique m'a enseigné la discipline, la rigueur, la persévérance, ne jamais prendre les choses pour acquises. Tu peux toujours progresser dans ta danse. Ce qui va faire la différence, c'est ta manière de paraître, ton comportement, ta singularité. Si tu mets pas des limites, les gens vont les pousser jusqu'à ce que le drame arrive. Pour éviter ça, tu mets tes limites, tu te fais respecter. Et si la personne n'est pas en adéquation, bah tant pis en fait. Ce que j'ai dénoncé il y a plusieurs années, c'était pas juste une question de racisme, c'était aussi un système qui laisse la porte ouverte à toutes sortes d'abus. J'ai toujours voulu écrire mon histoire. Même si tu viens d'un milieu défavorisé, tu peux quand même t'élever dans la société. Toujours se donner les moyens aussi d'y arriver. Mais quand t'as un rêve, faut pas trop réfléchir. Parce que si tu réfléchis trop, tu risques de pas le réaliser. Fonce. Et après tu réfléchis. Voilà. Salut Chloé. Salut Mawen. Bienvenue dans le podcast. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci de m'offrir de ton temps, parce que je sais que tu as un petit planning un petit peu chargé en ce moment. Donc merci pour ça. Peux-tu nous parler de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la danse classique ? Alors, tout a commencé le jour de mon anniversaire, à l'âge de mes 8 ans. Pour mon anniversaire, ma mère m'a amené voir le lac des Cygnes pour la première fois à l'Acropolis de Nice. Et c'était la première fois que je voyais un ballet. Donc tout de suite, j'ai été subjuguée par les corps, par l'histoire du lac des Cygnes, la scène, les décors, le maquillage. J'étais émerveillée. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était ma vocation. Ça paraît fou parce que j'étais encore toute petite. Mais j'ai dit à ma maman, j'ai vraiment envie de faire de la danse classique. Quelques semaines après, je prenais mon premier cours de danse dans une petite école privée. Et 6 mois après, j'ai intégré le conservatoire de Nice. Waouh. Alors, j'avais 8 ans. Quand t'as 8 ans, c'est beaucoup plus facile. Et oui, c'est plus facile, mais t'avais pas pris de cours de danse classique avant ? Non, mais toi-même qui as fait de la danse classique, tu sais que lorsqu'on est jeune, ce qui compte vraiment, c'est le talent. Donc, on regardait mes proportions, mon coup de pied qui est l'arc qui est prononcé sur le pied, si j'avais des longues jambes, des longs bras. Donc, apparemment, j'avais tout ce qu'il fallait pour être une bonne ballerine. Et puis, la technique vient après, au fur et à mesure que tu évolues dans ce domaine. Donc, je suis restée 4 ans au conservatoire de Nice. Ouais. Puis, j'ai intégré l'École nationale supérieure de danse de Marseille à l'âge de 11 ans et demi. S'en est suivi ma sœur, Cheryl, qui a commencé à faire de la danse classique. Et puis, mon frère Isaac. Donc, Isaac qui est actuellement à l'Opéra de Paris. Voilà. On est aussi resté 4 ans à Marseille. Et puis, j'ai senti à l'âge de 14 ans que j'arrivais plus à évoluer, que j'avais atteint mon plein potentiel et que si je voulais vraiment faire mon métier, il fallait que j'intègre une plus grande école de danse. Donc j'ai fait plusieurs auditions, notamment l'école de danse de l'Opéra de Paris, le Royal Ballet School et le Bolchoï. Je n'ai pas été prise à l'Opéra de Paris. En revanche, j'ai été prise au Royal Ballet School et au Bolchoï. Et vu que le Royal Ballet School, c'était extrêmement cher pour ma mère. C'est Londres. Oui, c'est Londres, pardon. C'est Londres. Et c'est 35 000 pounds l'année avec l'internat. Alors ça, c'était à l'époque. Ça, c'était à l'époque. Alors là, maintenant, je ne sais pas combien c'est. Hein. Mais il fallait que je reste au moins 3 ans. Donc, ça te fait à peu près 100 000 pounds. Enfin, c'était énorme comme budget, sachant que je viens d'un milieu modeste. Hein. Ma mère est femme de ménage et mon père était maçon. Donc, le Bolchoï, ça a apparu comme une évidence parce que déjà, j'avais un vrai coup de cœur pour les ballerines russes. Mais en plus de ça, je suis allée là-bas en tant que boursière. Mais c'était quand même un budget parce que mes parents devaient payer 800 € par mois. Donc à l'époque, c'était énorme. Voilà, et j'ai fait 3 ans là-bas. Au Bolchoï. Au Bolchoï, oui. Très bien. Et après, donc t'as bougé. Et puis après, j'ai eu mon diplôme après 3 ans. Je suis devenue danseuse professionnelle officiellement. Et oui, je suis revenue dans ma ville natale, Nice.
j'ai intégré le ballet de Nice pendant quelques mois. J'ai vécu un drame familial. J'ai repris la danse quelques années après. D'ailleurs, je pense qu'on va l'évoquer. Et puis oui, je suis allée ensuite au Béjar Ballet, puis au Staatsballet de Berlin. Et tu me parlais donc que c'était le Lac des Cygnes qui t'avait inspiré. Est-ce qu'il y a eu d'autres figures, danseurs, chorégraphes qui t'ont inspiré dans ton parcours? Oui, quand j'étais plus jeune, j'étais fan, c'est le mot, fan. J'avais des posters d'elle, d'ailleurs partout, de Sylvie Guillem. Ouais. C'est Sylvie Guillem, parce que je trouvais que c'était une danseuse déjà magnifique physiquement, avec un physique aussi très athlétique. Et puis j'ai découvert qu'elle venait de la gym, tu vois, elle avait un côté très GRS. Mais aussi je trouvais que c'était la seule danseuse à l'époque qui était aussi incroyable en contemporain, en néoclassique, qu'en classique. Parce que je l'avais vu dans Matsec, dans Appartement, alors, et dans Forsyth, Somewhere Leviting. Et Forsyth, d'ailleurs, c'est mon chorégraphe préféré avec David Dawson. Moi, je les adore. Et d'ailleurs, je me considère plus comme une danseuse néoclassique que classique. Et puis aussi, même en termes de personnalité, je trouvais qu'elle avait un côté rebelle, hors norme. Tu vois, elle rentrait pas forcément dans le moule. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elle a quitté l'Opéra de Paris, parce qu'elle voulait faire autre chose. Et puis, c'est une personne engagée vis-à-vis de la cause animale. Tu vois, donc, je me retrouve beaucoup aussi actuellement dans ces valeurs. Et puis, Internet est arrivé à la maison, ainsi que YouTube, et j'avais entendu parler des ballerines russes. Donc j'ai tapé Bolchoï ballet, je me souviens, j'étais très jeune. Et là, pour la première fois, je découvrais les physiques, la technique des danseuses russes. Donc vraiment, pour moi, c'était des signes sur pattes, quoi. Très longues, très souples. Et aussi, je découvrais aussi leur répertoire, tu vois, comme Flamme de Paris, Spartacus, qui sont des ballets qu'on ne danse pas en France. Donc oui, ça m'a beaucoup inspirée et ça a dessiné un peu ma trajectoire. J'ai su aussi qu'un jour, probablement, j'intégrerai le Bolchoï. Enfin, en tout cas, c'était mon rêve. Après, je me suis pas dit que j'allais être prise, mais c'était mon rêve. Réalisé, check. Oui, mais je me suis pas dit que j'allais être prise, parce qu'en plus, là-bas, ils prennent très peu d'étrangères. Mais voilà, je l'avais dans mon optique. Tu trouves qu'il y a vraiment une différence entre la France, la Suisse, l'Allemagne et la Russie dans les physiques de danseuses classiques? Oui, alors en plus, la Suisse c'est pas vraiment un bon exemple, parce que la Suisse, ils ont pas vraiment de technique suisse. Tu vois, tu as le ballet français qui est très Opéra de Paris, très sophistiqué. Le Royal Ballet School qui est très maniéré. Et la Russie, en plus, il y a 2 écoles. Il y a Bolchoï Ballet qui est à Moscou, et tu as le Mariinsky qui est à Saint-Pétersbourg. On va dire que le Bolchoï, comme son nom l'indique, ça veut dire grand en russe. Donc leur danse est très grande, ils prennent toute la scène, et il y a un côté très gymnase et performance, alors que le Mariinsky, ils sont beaucoup plus délicats, on va dire. Okay. Et en termes de physique, alors, les Russes sont très longs, très fins. Les Françaises ont quelque chose de très élégant, je dirais. Et les États-Unis, c'est des physiques très athlétiques. Oui, c'est vrai que les voilà, États-Unis, on n'a pas du tout les mêmes normes. Et d'ailleurs, pendant ma période d'audition, j'ai fait plusieurs compagnies aux États-Unis, et je me suis vraiment rendu compte que je ne correspondais pas à leurs critères physiques. Voilà, et d'ailleurs on me l'a fait comprendre, on m'a dit vous êtes très fine. Et c'est la première fois qu'on me disait Chloé, tu es très fine. Et je me suis dit ah bon. Et puis je me suis rendu compte que les filles, elles avaient vraiment des cuisses et des dos, mais en même temps c'est pas la même technique, parce qu'elles sont aussi capables de faire des choses un peu plus grandioses, on va dire, tu vois, que les Russes, que les Françaises, ouais. Et qu'est-ce qui a guidé ton cheminement artistique et tes choix de carrière? Parce que donc, j'ai noté que tu avais grandi en France, que tu me disais, que tu as été formée au Bolchoï, avant d'intégrer toutes les prestigieuses compagnies dont on parlait. Mais c'est quoi qui a guidé ton cheminement artistique et tes choix de carrière? C'est cette envie d'émancipation. Cette envie aussi de m'élever dans la société, et surtout de vivre de ma passion. Parce que moi, comme je le disais auparavant, je viens d'un milieu très modeste, et je voyais mes parents se saigner financièrement pour se loger et se nourrir. Et ce que je voyais aussi, c'était beaucoup d'amertume, de frustration.
Quand je rentrais à la maison, moi, j'avais fait une journée de dingue. J'étais allée à l'école, j'avais fait mes cours de danse classique, de piano à l'époque, d'alto aussi, je faisais plein de choses. Et quand je rentrais à la maison, il y avait une ambiance pesante, ils étaient tristes. Et je pense que c'est parce que mon père, en l'occurrence, il ne s'est jamais autorisé à rêver. Ma mère, elle avait ce rêve de devenir peintre, mais elle ne s'est jamais donné les moyens d'y arriver. Donc ça m'a motivée à me battre pour mes rêves. Je me suis toujours dit, ok, sans aucune ingratitude, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses pour moi ainsi que pour mes frères et sœurs, mais je ne veux pas finir comme eux. Ça ne m'inspirait pas. Leur vie ne m'inspirait pas. Et j'aspirais à avoir une belle vie. Rempli de joie et de bonheur, et ça vraiment ça passe par un accomplissement personnel. Je suis très d'accord avec toi, ouais. Voilà. Je reste un petit peu sur la danse classique parce que du coup tu me disais que toi ça t'avait permis de t'émanciper, mais qu'est-ce que la danse classique t'a appris aussi en tant qu'artiste, en tant que femme? Alors la danse classique m'a enseigné la discipline, la rigueur, le bolchoï. Je parle souvent du bolchoï parce que ça a été vraiment les plus belles années de ma vie. C'est vrai qu'on parle souvent de ce côté russe, très de la rigueur. Oui, mais c'est vrai. Ils sont très stricts, ils sont très rigoureux, mais moi, ça me va parce que je suis une personne qui a besoin d'un cadre et d'une structure. Donc le bolchoï m'a appris la persévérance, le dépassement de soi, ne jamais prendre les choses pour acquises, parce qu'en tant que danseur, même si tu atteins ce grade de danseuse étoile, tu peux toujours progresser dans ta danse. Mais aussi, ils nous ont enseigné à respecter les règles. Ils nous disaient que si tu travailles dur, tu n'aurais pas de problème à trouver un travail, ni à évoluer au sein d'une compagnie. Et quand j'ai rejoint le monde professionnel, je me suis rendu compte que la réalité était bien différente, parce que déjà, tout le monde est bon dans une compagnie. Oui. Et aussi, parce que ce qui va faire la différence, en tout cas, selon mon expérience, c'est ta capacité à comprendre les codes invisibles du milieu, c'est-à-dire ta manière de paraître, ton comportement, ton aptitude à prendre les corrections et à les appliquer. Est-ce que tu es une personne qui se blesse beaucoup, ou est-ce que, à l'inverse, tu es un rock pour la compagnie? Est-ce que tu évolues bien dans un groupe? Ta singularité. Pourquoi, moi, en tant que directeur ou chorégraphe, je vais te choisir toi au détriment d'une autre? T'as des artistes qui font l'unanimité, bien évidemment, mais c'est pas la norme. Et je dirais que tout cela va définir ta trajectoire dans une compagnie. Et en tant que femme, j'ai vécu une expérience très marquante. J'avais la vingtaine et j'ai rejoint une compagnie qui était exclusivement dirigée par des hommes. Je pense que tu sauras laquelle. Le directeur, c'était un homme. Le maître de ballet était un homme. Le répétiteur était un homme. Le chargé de production pour les tournées était un homme. Et il y avait une ambiance très masculine et très hiérarchisée. Et en même temps, quelque chose de très malsain. Et j'ai appris à mes dépens le poids du copinage, le poids des affinités personnelles, du favoritisme aussi. Des gens qui semblaient intouchables et qui du jour au lendemain étaient décastés d'un rôle sans aucune raison. Et tu as deux solutions, soit tu rentres dans le jeu, dans le game, soit tu refuses, et pour faire évoluer ta carrière, c'est un peu plus compliqué. Donc je dirais que le ballet, c'est un art sublime qui fait rêver, mais le milieu dans lequel il évolue, finalement, est très humain, avec ses failles, ses imperfections et ses défaillances. Comment t'as jonglé, toi, avec ça, avec tes valeurs? Tu sais, quand on a des valeurs très fortes... Oui, moi j'ai des valeurs très fortes, c'est vrai. et que t'es un peu... t'es un peu, comment on appelle ça, l'expression, je crois que c'est être au pied du mur. Face à ça, comment tu t'alignes avec tes valeurs? Pour moi, c'était même pas une question, parce que j'ai été éduquée d'une certaine manière et parce qu'aussi je crois beaucoup dans les valeurs du travail. Okay, et j'avais ce côté défensif, on va dire, parce qu'il y avait justement certains hommes qui avaient eu des gestes déplacés envers certaines de mes collègues, et ça je le savais, et qui auraient pu se répercuter sur moi si j'avais pas mis les limites. Donc à partir du moment où j'ai mis les limites, j'ai vu que ça s'est aussi répercuté sur le cast. Donc moi je suis une personne qui est très franche, très directe, et dès mon plus jeune âge aussi, je ne me laissais pas faire. Donc
forcément, j'ai aussi dénoncé ces comportements. Oui, enfin, j'essayais vraiment de rester alignée avec mes valeurs. En fait, si tu mets pas des limites, les gens vont les pousser, repousser, jusqu'à ce que le drame arrive, quoi. Donc, pour éviter ça, tu mets tes limites, tu te fais respecter, et si la personne n'est pas en adéquation avec ce que toi, tu crois être juste, bah tant pis, en fait. Tant pis pour elle. T'as senti que tu pouvais être seule parfois dans pas ces combats, mais tu sais, de dénoncer des actes Alors, en l'occurrence, dans cette compagnie, non, parce que toutes les femmes ont été dans le même bateau. Okay. Voilà. Et puis, comme je te dis, c'était une compagnie plus pour les hommes que pour les femmes, même en termes de rôle, en fait. Donc non, je me suis pas forcément sentie seule. En revanche, c'est vrai que dans le ballet, il y a une omerta. Il y a une omerta, les danseurs ne prennent pas souvent la parole parce qu'on risque gros. On risque gros, on n'est pas en CDI. Dans la plupart des compagnies, tu n'as pas de syndicat, donc tu n'as pas non plus de cellule où tu te sens safe pour dénoncer les comportements. Et à l'inverse, tu as des maîtres de ballet qui sont protégés par des contrats CDI, voire des contrats à vie. En Allemagne, c'était ça. Donc, contrat à vie, ça veut dire que si tu commets des fautes graves, tu ne peux pas te faire licencier. Voilà, oui, en Allemagne, c'est ça. Quand tu as travaillé pendant des années dans une institution, tu peux pas te faire licencier pour faute grave. Et du coup, si tu vas à un procès, l'employeur peut dédommager la personne, enfin l'employé, quoi. L'employé, ouais. Donc voilà, ça crée vraiment une débalance quand t'as le danseur qui a rien, et à côté de ça, t'as les maîtres de ballet qui ont le plein pouvoir, tu vois. Donc ça entretient. Ça, c'est en Allemagne, en France, mais il n'y a pas ça en CDI. C'est en CDI, mais en France, il y a d'autres problèmes parce que dans certaines compagnies en France, tu dois attendre 6 ans pour avoir ton CDI. Donc ça va être la même chose. Si tu vis des abus, tu vas pas forcément avoir le courage de les dénoncer parce qu'après ça, tu te dis... je peux me faire licencier, donc comment je vais faire pour vivre? Et tu sais très bien que trouver un travail dans le ballet, c'est extrêmement difficile, en fait. Mais dans la danse de manière générale. De la danse, de manière générale. Et je dirais même que le ballet, c'est peut-être un peu plus facile que dans d'autres domaines, parce que mon mari, il est issu du hip-hop, et là, c'est vrai que dans le hip-hop, ça n'a pas du tout de contrat, fixe. Mais ouais, au bout du tunnel, parfois, tu as de la précarité. Donc, tu réfléchis à 2 fois avant de te battre. Et dénoncer, mais dénoncer à qui, en fait? Dénoncer à qui? Pour remettre un peu dans le contexte, pour les personnes qui écoutent et qui ne sont pas dans le milieu de la danse, il y a 2 types de contrats. On va dire qu'il y a les freelance et les contrats CDD, CDI. Oui. Et c'est vrai que quand tu es en freelance, c'est un peu plus, entre guillemets, dit précaire, parce que tu peux avoir 2 contrats 2 dates dans le mois, comme être en tournée avec un artiste ou une comédie musicale ou un spectacle, faire tous tes cachets en 2 mois. Sachant qu'un statut intermittent, faut faire 1 an pour y arriver. Donc il y a une espèce d'insécurité de l'emploi qui a peut-être plus dans le CDD et le CDI, juste pour donner un peu un contexte. Oui. Et c'est vrai que quand que tu as toujours été dans un cadre de compagnie, de CDD, de CDI, et que effectivement tu te fais licencier, qu'est-ce qui se passe après derrière aussi pour retrouver du travail? C'est ça. Alors moi j'ai eu la chance, j'ai jamais fait du freelance, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation, et c'est vrai, c'est très précaire. C'est très précaire. Je reviens un petit peu sur l'évolution, les changements positifs que tu as pu observer ces dernières années, et qu'est-ce qui reste à transformer? Alors, dans le milieu de la danse, qui est quand même un milieu très élitiste, avec ses codes esthétiques et sociaux plutôt rigides, si on prend par exemple le sujet de la diversité, parce que c'est un peu mon sujet de prédilection, ce n'est que récemment qu'il y a eu des discussions qui ont émergé. Alors, ça paraît pas phénoménal, mais dans le milieu du ballet, c'est un grand pas, parce que ce sont des institutions qui sont traditionnelles, vieillissantes, et qui se remettent jamais en question. Par exemple, pendant des années, il y a eu des pratiques qui nous choqueraient tous, comme par exemple le blackface.
qui consiste à se maquiller le visage en or pour ceux qui savent pas. Qu'il faut pas faire. Je précise. Et qui a été fait pendant des décennies. Et à aucun moment les institutions se sont questionnées sur l'impact que ce genre de pratique pouvait avoir sur ne serait-ce que le spectateur. Ça peut offenser une partie de la population. Voilà. Et pareil pour les danseurs. Donc moi je me souviens que j'étais sur scène et pendant le casse-noisette, il y avait des petits enfants qui portaient le blackface et qui singeaient en fait. Parce que aussi ça vient pas juste avec un maquillage, ça vient aussi avec une danse, tu vois. Aussi il y avait le white bleaching qui est t'as dit quoi, le white bleaching, okay. Qui est une coutume. Alors les danseuses doivent se maquiller la peau en blanc, qu'elle soit noire ou blanche, qu'importe, dans les ballets classiques, dites le Lac des Cygnes, Giselle, la Sylphide. L'objectif étant d'uniformiser l'ensemble, comme si ta singularité était un problème, tu vois. Et ce n'est que récemment que les directeurs ont pris conscience que ces pratiques pouvaient avoir un impact psychologique sur les danseurs ainsi que sur les spectateurs. Il y a eu aussi les questions, notamment autour du maquillage, des coiffures, des produits capillaires, des formations des coiffeurs ainsi que des maquilleurs. Quand tu commences une saison, normalement on te donne un set. Donc quelle est ta surprise quand tu te rends compte que la fondation n'est pas du tout adaptée à ta couleur de peau. Pareil pour les cheveux texturés, on a des produits adaptés. Voilà, ça, c'était pas pris en considération. Donc pour certaines personnes, ça peut être des détails, mais pour les personnes concernées, ce n'est pas des détails parce que déjà, c'est une charge mentale, parce que tu te sens pas considéré et tu te dis, bon, si je me plains, on va me voir comme un drama king ou une drama queen. C'est une charge financière parce que c'est cher d'acheter des produits capillaires pour les cheveux afro ainsi que pour le maquillage. Et de bout en bout, ces détails cumulés peuvent te faire te sentir différente, exclue. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu peux te dire, ok, est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que ce métier est fait pour moi ? Donc, c'est des vraies questions, hein, c'est pas de la victimisation, mais c'est des vraies questions qu'en tout cas, moi, je me suis posée. Et ce n'est que récemment que les maisons comme Repetto, Fried, alors t'as quoi encore ? Bloch, qui ont commencé à s'intéresser aux danseurs de couleur de peau. Ils ont commencé à faire des points de différentes shades comme tu sais, Rihanna et Fenty Beauty, ainsi que des collants de différentes couleurs. Alors moi personnellement j'ai toujours utilisé des pointes roses ainsi que des collants roses, sauf dans les pièces contemporaines où on est pieds nus. Mais le fait de savoir que j'ai le choix, ben ça change tout, parce que du coup je me sens considérée. Et big up pour tous les artistes, les danseurs qui sont engagés, parce qu'au final c'est eux qui poussent les institutions à bouger. Et c'est ça le vrai levier du changement. Voilà. Et au niveau de là on a beaucoup parlé de la diversité, au niveau de la santé. Est-ce que tu as vu une évolution au niveau de l'écoute et de la considération au niveau de la santé physique et de la santé mentale chez le danseur ? Pas vraiment, c'est pas quelque chose, je trouve, qui est pris en considération. Alors, dans les grandes compagnies, effectivement, normalement, tu as une cellule qui est constituée, un pôle santé qui est constitué d'un physio, masseur, ostéopathe, à des machines. Mais vu qu'en France, et dans beaucoup de pays, le ballet est considéré comme un art et pas un sport, alors que c'est un sport aussi de haut niveau, t'as pas les structures qui viennent avec. Alors que par exemple dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, je pense notamment au San Francisco Ballet, ils ont un psychologue, ils ont un coach de gyrotonique, ils ont des machines pour faire leur sport. Tout est mis en place pour bien accompagner le danseur. Je trouve pas qu'en Europe on ait ce mindset. Est-ce que tu trouves que c'est parce qu'on ne considère pas assez la danse comme un métier ? Je dirais comme un sport. Comme un sport, ouais. Ouais, je pense que c'est... En tout cas, le ballet, alors qu'on s'entraîne à raison de 8 heures par jour minimum quand on n'a pas de spectacle et que les blessures sont omniprésentes. Enfin, moi, dans ma carrière, je me suis blessée 4 fois. 3 fractures du métatarse et j'ai eu un problème au ménisque. Et la prise en charge est mauvaise parce que déjà...
c'est à toi de chercher ton médecin du sport. Alors que j'étais dans des grosses compagnies, c'est toi qui payes ta rééducation. Donc t'es un peu perdu quand t'as une blessure qui te tombe dessus. Je parlais de métier parce que c'est vrai que quand tu regardes les autres sports qui se pratiquent à haut niveau, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus visibles même au niveau des médias. Et j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus aussi de structure et de référents au niveau médical qui les aident justement à prendre soin d'eux. C'est vrai, mais après je pense aussi, c'est encore le problème de fond, c'est que le ballet a une image très inaccessible, tu vois. Donc forcément, les gens ils s'intéressent pas forcément à cet art, à ce métier, à ce sport. Donc ils vont pas forcément mettre aussi les ressources financières là-dedans, tu vois. Parce que c'est trop niche. Tu vois, c'est pas comme le football ou l'athlétisme, que ça parle à tout le monde. Ouais, exactement. Parce que c'est peut-être moins médiatisé. Oui. Même si, quand même, les grandes enseignes en France restent assez connues du grand public, je dirais. Oui. Oui, c'est vrai. Tu es une voix importante sur les questions justement de diversité et d'inclusion dans le ballet, notamment en ayant déjà dénoncé des comportements racistes dans le milieu. Comment tu définirais l'impact de la représentation et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour les nouvelles générations de danseurs ? Alors, la représentation, c'est pas juste une question d'image, parce que souvent c'est associé à l'image. Oui. C'est aussi une question de légitimité. Quand tu grandis et que t'as pas de modèle, quand tu grandis que tu vois à la télé qu'il y a personne qui te ressemble, sur les affiches, sur les scènes, à des postes de direction, et que les seules personnes qui sont susceptibles de te ressembler, elles font des métiers dits ingrats comme femme de ménage ou maçon, tu vas finir par croire que ce monde n'est pas fait pour toi ou que ta place est en bas de l'échelle. Alors moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans des institutions prestigieuses. Et en France, peut-être c'est une chance, à aucun moment j'ai senti que ma couleur de peau pouvait être un problème. En revanche, quand j'ai rejoint le milieu professionnel, on m'a très bien fait comprendre que le fait d'être métisse, parce que je suis une femme métissée, je ne suis pas noire, donc les personnes noires ont d'autres problématiques, c'était un problème. Donc ce que j'ai dénoncé il y a plusieurs années, ce n'était pas juste une question de racisme, c'était aussi un système dans le ballet qui est bien ficelé et qui laisse la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Et qui va faire comprendre à la personne concernée que sa différence, c'est un problème. Donc oui, la représentation, c'est très important, notamment chez les danseurs, parce que déjà, ils peuvent se projeter, et aussi, tu leur envoies le message clair que t'as ta place ici, en fait. Tu vois ? Et ça change tout, parce que du coup, le danseur, il va se sentir plus légitime, il va oser, il n'aura pas peur d'exister, et surtout, il ne va pas s'acharner à essayer de rentrer dans un moule dans lequel il ne fit pas. Je te dis tout ça parce que moi, étant plus jeune, j'aurais voulu entendre tout ça. Alors, j'ai jamais eu besoin de m'identifier à quelqu'un parce que j'aimais tellement ça, la danse. Et puis, je pense aussi que quand tu es métisse, tu peux t'identifier à tout le monde. À des blancs, à des noirs, à des asiates, à tout. Mais pour une personne qui a peut-être moins confiance en elle, la représentation, ça peut être vraiment un changement, tu vois. Et une source aussi de motivation. Et qu'est-ce que tu dirais justement à un jeune danseur ou une jeune danseuse, tu vois, qui ne se reconnaît pas dans les standards encore dominants de la danse, du ballet, de manière globale ? Alors déjà, je dirais que si c'est vraiment ce que tu veux faire, fonce. T'as pas besoin de rôle modèle. Si vraiment ça te démotive, c'est que peut-être effectivement c'est pas le métier pour toi. Parce que moi je pars du principe que quand t'as un rêve, après c'est mon mindset, tu dois vraiment foncer, tu vois. Te pose pas 10 000 questions, parce qu'à partir du moment où tu te poses 10 000 questions, déjà tu doutes et du coup tu vas peut-être retarder le truc et au final tu vas jamais passer le cap. Mais sinon, deviens ton propre rôle modèle et deviens le rôle modèle de la future génération en fait, tu vois. C'est ce que je lui dirais. Ok, j'aime bien ça. Voilà. On va passer un petit peu sur ton livre, Le Cygne Noir. Oui. On a abordé là depuis le début de l'épisode quelques sujets que tu traites dans le livre, qui est juste ici, que j'ai eu grand plaisir à lire, que je vais mettre à la caméra. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ?
quel a été le déclic et qu'espérais-tu transmettre à travers lui? Il y a beaucoup de questions Il y a dans la beaucoup de question. questions. Alors, attends, Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre, pardon, déjà? Alors, Tu j'avais voulais envie... être le rôle modèle, justement? Non, j'ai pas cette prétention. Mais j'avais déjà j'avais envie d'éveiller déjà les consciences. Tu vois. Notamment quand tu es un privilégié, tu te trouves du bon côté. Donc, ta réalité n'est pas la même que les gens qui se trouvent dans la précarité. Tu es né dans la bonne famille, dans le bon cadre, dans le bon pays. Donc, les questions de guerre, de famine, d'éducation, c'est des choses qui ne t'interpellent pas, en fait. Et à travers le signe noir, ce que je voulais, c'était faire un wake-up call. Tu vois, le signe noir, c'est avant tout un appel à voir au-delà des apparences. Tu vois, et aussi une invitation à s'intéresser à ton voisin, aux autres. Par exemple, quand tu es un privilégié, tu as souvent le pouvoir sur la vie d'une personne. Okay, quand il y a une personne qui se présente à toi pour un entretien ou pour un appartement et que tu n'aimes pas forcément sa morphologie, son accent, tu vas automatiquement lui coller une étiquette. Tu vas lui fermer une porte au nez, sans forcément te projeter en elle et te demander, ok, qu'est-ce que cette personne a vécu dans sa vie pour se tenir là, aujourd'hui, en face de toi. Et lorsque tu es un privilégié, tu te dois de te poser ce genre de questions avant de refuser une porte. Voilà, un peu d'empathie, d'intelligence émotionnelle. Que tout le monde n'a pas. Voilà, que tout le monde ne ferait pas de mal. Ok. Donc ça, c'est ce qui t'a poussé à écrire ce livre. Et quel a été le déclic? Le déclic... Attends, vraiment, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que ça a été le déclic? J'ai toujours voulu écrire mon histoire, même étant plus jeune. Parce que, bon, quand on connaît un peu ma vie, on sait que j'ai eu une enfance pas forcément facile, mais je me suis jamais plaint de ça. Et pour moi, c'était important de transmettre mon vécu, parce que je me suis dit peut-être que je peux inspirer des gens, notamment des enfants qui se sentent perdus dans nos sociétés, qui ne se sentent pas compris par leur famille. J'avais envie de leur offrir une porte d'issue. Même si tu viens d'un milieu défavorisé, tu as grandi dans des quartiers, tu peux quand même t'élever dans la société. Mais c'est une question de motivation, d'audace. Tu as la chance d'être né en France et d'avoir accès à l'éducation, à la culture gratuitement. Ça, on l'oublie. Mais dans d'autres pays, c'est pas du tout acquis, l'éducation, notamment aux États-Unis. Donc, tu peux t'émanciper. Mais parfois, ton environnement, ta famille, ça peut être un frein à ton épanouissement. C'est à toi aussi de faire la part des choses et de te faire violence, en fait. Mais il y a toujours une porte d'issue. Et est-ce que justement l'écriture, elle a été pour toi une forme de libération, de thérapie, ou plutôt une manière de transmettre et d'éveiller les consciences? Comme on l'a dit, transmettre, éveiller les consciences, oui. Et une forme de thérapie aussi, parce que je me suis aussi replongée dans mon enfance, dans des traumas, même si j'ai fait un travail sur moi, dans des souvenirs douloureux. Et l'écriture, tout le processus, ça a été aussi un moyen de guérir de l'intérieur. Et comment tu as trouvé l'équilibre entre, tu vois, raconter ton vécu personnel et en faire un récit universel qui parle de ta vie aussi, et qui pourrait parler à d'autres danseurs et au grand public? L'équilibre s'est fait naturellement parce que dans le signe noir, j'aborde des problématiques, des sujets universels. Tout le monde peut s'identifier. Violence familiale, injustice sociale, inégalité, violence conjugale. Donc la femme qui se fait violenter peut s'identifier. L'enfant issu d'un métissage qui ne se reconnaît pas forcément dans l'éducation de ses parents peut s'identifier. À l'inverse, une jeune fille qui a envie de croquer la vie à pleines dents, mais qui sent que sa famille peut être aussi parfois un fardeau, peut s'identifier. Donc oui, pour moi, ça s'est fait naturellement, cet équilibre. Je n'ai pas à chercher à comprendre, quoi. Et
C'était difficile pour toi d'accepter de t'exposer ou pas du tout? Oui, oui, ça a été difficile pour moi de m'exposer parce que quand tu t'exposes, tu laisses aussi la place aux critiques. Mais ce qui a été plus difficile, c'est oui, dans l'écriture, de trouver les mots justes. Parce que je voulais que mon message soit puissant, fort, sans détour, sincère, mais sans violence, sans haine, sans forcément blâmer les gens, mon entourage. Oui, sans chercher la vengeance ou quoi que ce soit. C'est ça, pas du tout, c'était pas ça le but. Mais je me suis vraiment dit que si je pouvais inspirer une personne, ne serait-ce qu'un enfant qui a une vie difficile, ça valait le coup de le faire. T'as eu des retours sur ça de lecteurs qui se sont retrouvés dans ces problématiques entre guillemets sociales, d'argent, même au niveau de tout ce qui est... Bon, j'ai pas envie de spoiler le livre, mais tout ce qui est au niveau de la DAS, etc., de tous les trucs structures sociales quand t'es en foyer. Oui. Est-ce que t'as eu des retours aussi sur ça de personnes qui sont peut-être venues te demander conseil Oui, alors beaucoup de retours. Beaucoup de retours. Surtout sur Instagram. Voilà. Donc, des gens qui ont été touchés par mon livre, qui trouvaient que j'étais très courageuse. Alors, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir ce genre de message, mais pour moi, c'est la base. Tu vois, si tu te bats pas pour ta famille, si tu te bats pas pour ta vie, pour qui tu vas te battre? Des questions aussi, notamment sur le milieu des auditions. Beaucoup de mamans. C'est beaucoup de mamans qui m'ont écrit, qui se sont reconnues à travers l'histoire de ma mère, des sacrifices financiers que tu dois faire pour accompagner ton enfant dans son rêve. Des gens aussi qui ont eu des enfances difficiles, sans forcément me dire qu'ils avaient fait la DAS, mais j'ai compris. Ouais, des conseils aussi. Que des retours positifs. Donc ça m'a vraiment touchée et aussi émue, bien évidemment. Et ça m'a encore plus confortée dans cette idée que j'ai bien fait d'écrire ce livre, parce que se dévoiler, c'est pas facile, et surtout qu'une partie de ma famille était contre l'écriture de ce livre. Donc j'ai vraiment dû aller au-delà du jugement. T'as changé certains noms ou pas? Oui, enfin tous les noms de mes frères et sœurs, de ma mère, des gens que j'évoque dans le milieu du ballet, j'ai changé. Ok. C'était la question que je me posais. Oui, mais parce que c'est facile aussi tu vas sur Instagram, tu retrouves les gens facilement. Ouais, bien sûr. Donc tu sais jamais aussi. C'est une manière de protéger aussi tes voilà, proches exactement. et toi. Ouais. Oui, enfin moi maintenant je suis assez exposée médiatiquement. Si tu devais résumer ce livre, si tu devais résumer en un message clé ce que tu aimerais que les lecteurs retiennent de ton livre, quel serait-il? Résilience, c'est juste le mot clé. Mon histoire, c'est de la résilience. Voilà. C'est aussi ne jamais prendre les choses pour acquises. Toujours viser l'excellence, mais toujours se donner les moyens aussi d'y arriver. Et je le disais auparavant, mais quand tu as un rêve, il ne faut pas trop réfléchir. Parce que si tu réfléchis trop, voilà, tu risques de ne pas le réaliser. Fonce. Si tu as un objectif, un rêve, fonce. Et après, tu réfléchis. Voilà. C'est ça que t'as mis comme stratégie, c'est ça? Mais en fait, alors attends, qu'est-ce que je fais? Non, mais en fait, j'ai toujours été comme ça. Ouais. J'ai toujours été comme ça dès mon plus jeune âge. Je réfléchis pas trop. En fait, j'ai envie de faire un truc, je le fais et après je réfléchis. Ça a été comme ça tout au long de ma carrière et ça m'a beaucoup aidé. Ça a été comme ça pour le livre et je pense que je continuerai à être comme ça jusqu'à la fin. Mais en vrai, c'est une bonne manière de penser parce que quand t'es, tu sais, un peu trop dans le syndrome de l'imposteur ou que tu te sens illégitime et t'as toutes ces questions de légitimité qui arrivent parce que tu réfléchis trop, ça peut effectivement bloquer. Oui, et puis surtout quand tu commences à trop écouter les gens. Ouais. Oui, alors, vrai. Les gens, tu ne leur demandes absolument rien, mais je sais pas pourquoi, ils te donnent leur avis gratuitement. Et surtout la famille. Et quand c'est tes parents qui essayent de te mettre des choses dans la tête, t'auras tendance à écouter tes parents. Alors que moi, c'était pas du tout mon cas. Ça rentrait dans une oreille et ça ressortait de l'autre. Voilà. Oui, ça et puis les avis non consentis, je dirais, de la part de personnes qui sont pas dans le milieu et qui ne savent pas ce que c'est déjà, voilà. Mais des fois, quand tu as des avis aussi de personnes qui sont dans le milieu, tu te dis, bon, est-ce que il y a de la jalousie ou est-ce que c'est une bonne intention derrière pour m'aider parce que la personne a de l'expérience? Tu sais, dans les milieux compétitifs,
il faut toujours se méfier des gens. Après, moi, j'ai appris à mes dépens, non, c'était pas à mes dépens, j'ai appris toute seule que les amitiés existent dans ces milieux. Parce que les amitiés. Ah oui, les amitiés existent. Moi, je me suis vraiment fait des amis à vie. Parce que justement, tu partages ce même rêve, tu partages les difficultés. Moi qui voulais pas finir avec un danseur, mon mari actuellement est un danseur. Parce que on se comprend. Hein, on n'a pas besoin de s'expliquer. Il connaît les difficultés du métier. Donc c'est facile en fait. Et c'est vrai que quand tu lis du lien avec les gens du milieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, parce que tu disais dans ton livre qu'au Bolshoi, tu avais rencontré 3 filles. Oui, c'est vrai, t'as une bonne mémoire. Bah oui, attends, j'ai lu le livre et que ça a été des coups de cœur. Vraiment des coups de cœur et que tu mettais que vous vous retrouveriez un jour, enfin que vous verrez. Maintenant que la guerre en Russie, c'est un peu compliqué. Mais avant, on essayait de se voir tous les 2 ans en Europe parce que pour la plupart ils ont intégré le Bolshoi ou le Mikhailovsky qui est un ballet à Saint-Pétersbourg, donc c'est des grosses compagnies qui font beaucoup de tournées chaque année en Europe, donc on essayait de se rejoindre soit à Barcelone, soit à Paris, soit à Londres, donc on a fait ça pendant des années. Bon, là maintenant avec la guerre c'est un peu plus compliqué. Après il y a toujours moyen de garder contact avec les réseaux sociaux. Alors eux ils ont contact, ils n'ont pas Instagram ou Facebook. Et puis voilà, il faut vraiment avec la guerre, c'est difficile parce que forcément, quand tu es engagé, je suis une personne quand même engagée, j'ai mon avis, elle aussi. Bon, oui, il y a eu quelques frictions, rien de grave, hein, mais voilà, ça me fait difficile dans le contexte guerre, tu vois. Ok. Pour revenir sur le livre, comment tu aimerais que ce livre il soit utilisé? Comme un témoignage individuel, comme un outil de réflexion dans les écoles de danse, ou comme un manifeste pour le changement, ou les 3 en même temps, ou autre chose peut-être? J'allais dire les 3. J'ai pas de mission claire. Je l'ai écrit vraiment pour inspirer les gens et pour questionner les privilégiés aussi. Mais si une personne lit ce livre et elle se dit oh ok, un professeur, je sais pas, qui dit oh j'aimerais bien éduquer mes élèves grâce à ce livre, bah go en fait, ça peut être aussi un outil éducatif. L'important c'est qu'il soit bien utilisé et qu'il continue d'inspirer. Voilà. Tu fais des interventions en école de danse avec le livre Non, pas du tout. Des conférences, des choses comme ça? Conférences, oui. J'ai déjà... Mais pas autour du livre. Je donne des conférences dans le cadre de la diversité, sujet diversité, égalité des chances, inclusion. Hein. Mais c'est surtout des entreprises américaines qui ont fait appel à moi. Okay. Donc, entreprises françaises, j'ai pas encore eu l'opportunité de donner... c'est des personnes qui nous écoutent. Non, mais ça va en fait. C'est très. D'avoir des cellules réservées à la diversité, c'est très américain. Tu vois. En France, ça s'appelle du RSE. En France, ça commence à se développer. Ok. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce livre avant de passer au côté pédagogique Mais je pense que tes questions elles ont été très deep, très claires. Je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que oui, achetez le livre. Évidemment. Où est-ce qu'on peut l'acheter d'ailleurs? Partout, Fnac, Amazon, en ligne. Vraiment partout, il est distribué partout. Et on peut l'acheter via ton... Oui, je crois que je suis allée là d'ailleurs. T'as un site sur ta biographie de Instagram? Oui, j'ai le lien de ma maison d'édition. Ok, ouais, c'est ça. Mais vraiment, tu peux l'acheter n'importe où. Ok. Je le remontre une dernière fois. Voilà. Je vais passer du coup au côté pédagogie, parce qu'après la danse, la danse, on va dire la scène, le côté artiste, t'es passé plus dans la pédagogie. Pourquoi en fait t'as voulu... toujours la transmission. Transmission, ouais, oui. Voilà, c'est le lien. Mais du coup, quelle place t'accordes aujourd'hui à la pédagogie et à la transmission dans ton parcours? Alors la pédagogie a une place centrale dans ma vie actuellement parce que j'enseigne et aussi parce que j'ai créé mon studio en ligne Bolstep. Et c'est vrai que depuis que je suis passée de l'autre côté, je me rends compte, j'en avais déjà conscience, mais j'ai doublement conscience de ma responsabilité en tant que professeur, parce que ce que je transmets, c'est pas juste une technique ou une discipline, j'ai des trajectoires de vie dans mes mains. Et tout au long de ma carrière, je suis tombée sur des maîtres de ballet, des répétiteurs qui étaient investis, mais d'autres
où tu te posais vraiment la question, est-ce que tu te rends compte que tu as des carrières entre tes mains, en fait? Et ne serait-ce qu'un choix, un geste, une parole peut radicalement affecter le mindset d'un danseur d'un point de vue positif, mais aussi négatif. Donc, je dirais que aujourd'hui, j'ai une approche très holistique, réelle, humaine dans ma pédagogie. Je coach toutes sortes de personnes, tu vois, du petit rat à l'Opéra de Paris à la personne âgée de 73 ans. Et oui, j'ai une élève qui a 73 ans, Sylvie, que j'adore. À la femme active, à la maman postpartum aussi. Et, aux danseurs amateurs. Aux danseurs amateurs. Alors attends, est-ce que j'ai des danseurs amateurs? J'ai pas de danseurs amateurs. J'ai des danseurs en devenir, mais pas de danseurs amateurs, mais je suis ouverte à tout. Et pour moi, c'est important en tant que professeur d'élever l'autre. Et aussi de faire en sorte que mon élève atteigne ses objectifs. Je suis pleinement investie. Et ça passe aussi par le mindset. Parce que souvent, les personnes, tu sais, elles se créent elles-mêmes des barrières dans leur tête. Elles disent, je suis pas capable de faire ça. La danse classique, c'est pas fait pour moi. Parce que je suis une adulte. Parce que je suis trop vieille. Non, en fait. La danse classique, c'est fait pour tout le monde. Complètement d'accord. Ouais. Je reviens sur ton côté approche holistique, parce que du coup, tu ne veux pas reproduire ce que tu as pu vivre aussi dans ta carrière. Bien sûr. Parfois, ce côté où on nous fait croire qu'il faut être très très dur avec le danseur ou l'étudiant ou la personne qui se forme, parce que ça va lui donner justement envie de se surpasser. Oui, alors en plus, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que j'ai fait une vidéo sur Bolstep il y a... Je crois la semaine dernière. Peut-être que tu l'as vu ou pas du tout? Je crois que je l'ai pas vu. C'est vraiment vraiment du hasard. C'est vrai? Ouais. Ça s'appelle No Pain, No Gain, à l'américaine. Tu vois, cette idée que tu dois souffrir pour montrer que tu as travaillé, mais c'est complètement erroné en fait. Et je trouve au final, c'est très américain de penser comme ça. Donc, pardon, j'ai oublié ta question. C'était le côté où, tu sais, on nous pousse un peu à aller, même jusqu'à des propos parfois pas très valorisants, pour te dire en fait c'est ça qui va t'élever et qui va te donner envie de te surpasser. Non, au contraire, ça va plus, c'est contre-productif, ça va plus inciter la personne à douter, à se dire je suis pas faite pour ça, je suis nulle, elle va se rabaisser et on veut pas ça en fait. L'objectif c'est de propulser une personne vers le haut, qu'elle veuille en faire son métier ou pas. Et si j'ai fait ça, si je vois que la personne, que mon élève progresse et en plus de ça, elle se sent bien, alors là, je trouve que j'ai tout gagné. Pourquoi Bold Step? C'est quoi ce nom Mais t'as pas capté le Bold Step? Si. Moi oui, mais... Oui, t'as compté, ok. En fait, c'est deux mots. Bold, qui veut dire audace. Donc, moi, je pense qu'il faut être audacieux dans sa vie, pour réussir, pour avancer. Il faut s'accomplir, c'est un peu ma philosophie. Il faut être audacieux pour faire du ballet. Et surtout quand tu es amateur et que tu décides de commencer à 40 ans. Et step, pas de danse, mais aussi pas dans la vie. Avancer, progresser. Donc je trouvais que Bold Step, c'était assez représentatif de ma personne, en fait. Tout simplement. J'aime les gens audacieux, j'adore ça. Tu vois, je pense que j'avais bien compris. Mais il faut, c'est ce que tu disais, à un moment donné, quand tu veux aller quelque part, il faut se donner les moyens. C'est ça, et puis surtout, je sais pas si toi, si c'est le cas pour toi, mais dans mon entourage, j'ai tellement de gens qui sont frustrés. Enfin, dans mon entourage, plus maintenant, parce que j'ai fait le ménage, mais j'avais tellement de gens qui étaient frustrés, et souvent, les gens qui sont frustrés, c'est des gens qui donnent leur avis, tu vois, et ils sont ultra négatifs. Tu vois. Et d'où l'importance aussi de s'entourer des bonnes personnes, parce que si tu t'entoures de personnes bienveillantes, positives, tu peux que progresser. Et la plupart du temps, c'est des gens qui avaient des rêves, mais qu'ils avaient trop peur de les réaliser, qu'ils ont choisi la petite vie rangée avec leur CDI, leurs 2500 € chaque mois qui tombent sur leur compte. C'est un choix de vie, ça convient à beaucoup de gens, mais c'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr. Voilà. Comme la freelancing, comme l'entrepreneuriat. Voilà, exactement, c'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr. Mais après, ne t'étonne pas d'être frustré si tu t'es pas réalisé. Je reviens sur ça, on dit qu'on est la moyenne ou la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ah, mais tu sais que c'est vrai. Ouais. Tu sais que c'est vrai.
Et on va prendre un exemple tout bête, hein, mais si demain, tu as un rêve de devenir millionnaire, bon, le rêve, tu deviens millionnaire. Si tu traînes qu'avec des millionnaires, tu vas commencer à penser comme eux. Donc tu auras plus de chances de devenir millionnaire. À l'inverse que si tu traînes avec des gens qui sont de la précarité, mais aussi qui pensent comme des pauvres, tu vas rester pauvre. C'est pareil dans n'importe quel domaine. Parce que la richesse, elle est pas que financière, elle est Exactement. aussi dans l'état d'esprit. Dans un état d'esprit. Voilà, donc si tu es avec des gens inspirants, qui t'élèvent, qui te motivent, tu peux que progresser. Alors, je vais encore complimenter mon mari. Eh oui. Mais c'est ce que j'ai trouvé avec lui. Tu vois. Je n'ai pas l'impression de regarder derrière, de me dire est-ce qu'il est à la traîne. Non, j'ai vraiment mon égal. Et c'est pour ça aussi que on a une relation très fusionnelle, parce que je le pousse vers le haut et il me pousse vers le haut. On peut dire qui c'est ou pas? Mais bien sûr, on pouvait dire ça, c'est qui? Parce que comme j'ai fait un épisode avec lui, oui. D'ailleurs, c'est lui qui m'a conseillé voilà. de faire l'épisode avec toi. Donc c'est Jérémy Parent, et je vous invite également à aller écouter l'épisode qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, hier, voilà. Non qui est sorti hier, mais alors quand cet épisode-là sortira, ah oui, oui. Du coup ça fera je pense un petit gap de 2 semaines. Mais voilà, de pas hésiter peut-être aussi à aller écouter les deux pour comprendre un peu le mindset de chacun. Qui est on est complètement différents en termes de personnalité. De style de danse aussi. De danse, oui. Bon, on va pas se voiler. Vous irez écouter. C'est l'épisode 70, si je dis pas de bêtises. Quels sont les objectifs justement que tu souhaites atteindre avec Boldstep? On en a un peu parlé, mais si on peut peut-être... J'aimerais à terme que Boldstep s'invite dans chaque foyer. C'est un peu ambitieux. Il faut être grâce à ma plateforme en ligne. D'audace, alors. Voilà, exactement. Non. Alors oui, ça serait l'une des missions, mais aussi justement de rendre la pratique du ballet plus accessible, tu vois. Parce que, comme on le disait auparavant, c'est un art, mais c'est aussi un sport de haut niveau. Hein. Cette discipline, elle est exigeante, éprouvante, mais très structurante, et elle a des bienfaits inestimables tant sur le corps que sur l'esprit. Et quand tu parles aux femmes, parce que les hommes, dès que tu leur parles de ballet, ils ne se sentent pas forcément concernés, dans l'imaginaire collectif, elles se disent non, mais le ballet, c'est pas fait pour moi, je suis trop vieille, je suis pas assez gracieuse, je suis pas assez fine et tout ça. Et l'idée avec Boldstep, c'était vraiment de casser ces barrières, de créer une méthode qui soit accessible pour tous les corps, pour tous les âges. Hein. Moi, par exemple, je suis en plein postpartum. Là, maintenant, je fais mon petit Boldstep 3 fois par semaine. Et aussi d'offrir aux gens cette opportunité de se réconcilier avec leur corps, mais sans le côté performance, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur corps. Ça me paraît fou, parce moi je pense que chaque femme est belle. Et si à travers le mouvement elles peuvent regagner confiance en elles, du coup j'ai tout gagné. Et aussi pour répondre aussi à ta question précédente, oui, c'est inviter Boldstep dans chaque foyer, de développer la méthode aussi dans des écoles de danse. Ouais, dans le monde de la danse classique. Dans le monde de la danse classique, ce que je suis déjà en train de faire, parce que en tant que danseuse classique, tu te dois aussi de faire du renfou à côté. Et c'est vrai que Boldstep, ça s'est adapté aussi aux danseurs. Et oui, de développer aussi dans des entreprises, tu vois, éventuellement. Tu sais, les cours collectifs et tout ça. Et d'enseigner ma méthode un peu worldwide à travers des danseuses classiques. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais déjà. Ma méthode, elle est enseignée dans plusieurs hôtels. Donc, j'ai des ambassadrices, des hôtels de luxe, notamment La Réserve, le Four Seasons. À Paris? Non, à Genève. Ah oui, à Genève, oui, bien sûr. Et à Paris, le Royal Monceau. Okay. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et je suis plutôt satisfaite de la tournure que les choses sont en train de prendre, quoi. Bravo. J'essaye, tu vois. Alors, je suis partout, hein. Vraiment, en postpartum, j'allais. Je suis partout. J'appelle les hôtels, je crée du contenu. C'est difficile d'être partout à la fois. Surtout en postpartum. C'est ça. Je lui ai dit tout à l'heure, tu fais quoi en ce moment un peu? Elle me dit, là, en postpartum. Je suis d'accord, oui, c'est vrai que ça devient un métier quand tu vis un moment. Ouais.
c'est ça. Et pour revenir à Bolstep, tu es dans les hôtels, dans des institutions. Est-ce que en ligne aussi, donc on te retrouve? Surtout en ligne. T'as un site, je sais que sur Instagram, tu y es. Oui, c'est bolstep.fr d'ailleurs. Donc je propose des cours en ligne, de ma méthode, mais aussi d'autres disciplines, ballet, renfort musculaire, abdos. Mais là-bas, ça reste quand même le mouvement et le ballet. Donc c'est des petits formats de 10-20 minutes pour faire à la maison. Voilà. Okay. Et c'est très sympa. Merci beaucoup Chloé pour cet épisode. On arrive bientôt à la fin. Merci à toi. Quels sont tes projets futurs, tes aspirations artistiques et humaines pour les années à venir? On a parlé Bolstep. De Bolstep, développer Bolstep à fond encore. Travailler mon identité artistique aussi avec mon mari, parce qu'on a commencé à faire un peu de chorégraphie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer. Je trouve qu'il y a un beau pont à faire entre nos deux entités. Lui, hip-hop, moi, ballet. Sans tomber dans le cliché, sans faire un truc à la step-up. Non, on a quand même 2 carrières intéressantes. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire à travers le mouvement. Oui. Ouais, puis Step Up, il faut remettre dans un contexte, c'était il y a quoi, 15 ans? Oui, mais tu sais, les gens, dès qu'ils pensent ballet, danse, hip-hop, ils se disent Step Up, c'est la référence. Voilà. Ok, donc développer la chorégraphie, l'identité artistique, Bolstep. Voilà, et traduire mon livre aussi à l'étranger, ça me tient à cœur. Que je vous invite à lire, parce qu'il est disponible en langue française. Voilà. Si tu pouvais réinventer le ballet du futur, sans forcément dénaturer l'art, bien sûr, à quoi il ressemblerait selon toi? Un ballet avec de la diversité déjà. Et quand je dis diversité, c'est de la diversité ethnique et diversité au niveau corporel aussi. Il ne s'agit pas là de prendre des personnes enrobées, même si j'aime pas trop ce terme, parce que c'est vrai que quand tu as des kilos en trop, t'es limité techniquement parce que tu dois aller sur pointe en fait. Et du coup, tes métatarses ne peuvent pas forcément supporter tout ton poids du corps. C'est pour ça aussi, tu vois que les danseuses sont très fines, c'est pas juste une question d'esthétisme, c'est aussi une question de technique. Okay. Même pour les porter, tout ça, t'as vu les prouesses techniques qu'on fait. Si la fille est plutôt lourde, c'est difficile aussi pour le mec. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de diversité corporelle. Et aussi, de la diversité, ça passe aussi dans la programmation. Donc, garder les ballets classiques, mais aussi parler de vrais sujets de société. Ça peut être la religion, ça peut être le féminisme, ça peut être la guerre, qu'importe. Je pense qu'à travers le mouvement, tu peux dire beaucoup de choses, et surtout la danse classique et la danse de manière plus générale, c'est un langage que tout le monde comprend et qui, du coup, fédère et réunit. Voilà, je dirais ça. Complètement. En regardant en arrière, quel moment de ta carrière, de ta vie te rend la plus fière et pourquoi? Quand j'ai intégré le Bolchoï. Pourquoi j'ai intégré le Bolchoï? Parce que je me souviens quand j'avais dit à mon professeur je veux intégrer le Bolchoï. Elle m'avait fait des yeux ronds. Elle m'avait dit oui, mais t'es très bien, mais pour la France, le Bolchoï, déjà t'es trop petite, pourquoi il prendrait une française? Donc c'est vrai que quand j'ai été prise dans cette école, j'étais tellement fière de moi. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais j'ai vécu un drame familial quand j'étais plus jeune. Et du jour au lendemain, j'ai dû m'occuper de ma fratrie. Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie, d'être très courageuse. J'ai beaucoup douté, je me suis vraiment dit que j'allais pas réussir en fait. Et maintenant, avec du recul, j'ai 34 ans et en plus de ça, je suis mère. Je me rends compte de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai fait pour ma famille. Et ça me rend fière. Ça me rend fière de moi. Bravo. Voilà. Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit sur ta taille. Est-ce que tu serais OK de donner ta taille et de donner les tailles qui sont, on va dire, normales ou standards quand tu veux intégrer des ballets? Alors, je pense aussi qu'il y a le ballet, les critères ont quand même évolué, mais c'est vrai que moi, je me tiens 1m60 et à l'époque, en France, on te disait que tu étais petite pour 1m60, la moyenne c'était 1m65. Et d'ailleurs, certaines compagnies, je me souviens, j'avais fait des auditions pour le ballet de Bordeaux, ils te disaient que la taille minimum pour une fille, c'était de 1m65. Au Bolchoï, la moyenne, je crois qu'elles font 1m70 les filles. Ouais. Parce qu'après, quand tu vas sur pointe, tu prends automatiquement 10 cm. Donc, tu peux pas être trop grande pour l'homme. Et
Tu peux pas être trop petite. Et pourtant, ça m'a jamais empêché de rentrer au Bolshoi, d'évoluer au sein de grandes compagnies. Donc, il y a des critères physiques, mais finalement, si le directeur a un coup de cœur pour toi, tu peux quand même faire ta carrière, en fait. Bien sûr, mais il y a beaucoup de... Oui, c'est très... comme je te dis, c'est très codifié, mais après, tu as la réalité. Tu as des danseuses étoiles qui sont très petites, je pense notamment à Nina Kojokaru, Tamara Roro, qui ont fait des carrières exceptionnelles. Ah, bien sûr, mais même au-delà de la danse classique, dans le milieu commercial ou... Ils veulent des grandes ou... Non, c'est juste que ça évolue, tu vois, en termes de taille. Oui. Après, oui, t'as des milieux comme le cabaret ou ça, ils veulent quand même des grandes. Ils veulent des grandes et je pense que ça a pas trop bougé. En même temps, est-ce que c'est pas... bien aussi d'avoir des identités, tu vois, dans chaque style de danse. Du coup, on revient toujours au même sujet, diversité, inclusion. Et moi, je trouve que c'est tellement intéressant d'avoir différents types de personnes dans une compagnie parce que ça apporte une richesse. T'imagines, tu as une asiatique à côté d'une personne noire, à côté d'une personne indienne, qu'importe, et elles font la même chorégraphie. Mais moi, je trouve ça incroyable. Ouais, bien sûr. C'est ça la beauté de la danse. Mais c'est mon avis. Merci Chloé. Est-ce que tu aurais un dernier message pour clôturer cet épisode qui n'a pas forcément un lien avec l'épisode, quelque chose que tu aimerais dire? Moi, je répéterai jamais assez. On n'a qu'une vie. Alors, carpe diem. Non, mais carpe diem, pas forcément faites la fête, buvez, droguez-vous, pas du tout. Plutôt, vivez-la pleinement. Et je vais le rabâcher. Ça passe par l'accomplissement de soi. Vraiment. Et aussi, en tant que danseuse ou autre, tu n'es pas obligé de te cantonner à un métier. Tu peux être danseuse, écrivaine, auto-entrepreneuse, styliste, qu'importe. La vie est trop courte, donc autant tester différentes choses sans forcément s'éparpiller. C'est ça que je suis en train de dire, parce que des fois, moi, je m'éparpille. Voilà. Ouais. Et voilà, vis ta vie pleinement, tout simplement. Yes. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi. Pour ton temps, pour ton partage, pour la richesse de ton expérience de vie. Encore une fois, je vous invite à lire le livre qu'on a un petit peu spoilé, mais un petit peu. On a quasiment rien dit de tout ce qu'il y avait dedans et voilà. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast et évidemment allez vous abonner sur les réseaux sociaux de Chloé. Je mettrai tout dans la biographie de l'épisode, la description. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. À bientôt. Ciao ciao. Tac tac. Merci. S'il y a quoi que ce soit pendant l'interview où tu me dis Maëven, je dis de la merde, coupe, je refais, t'hésites pas. Ok, t'inquiète pas, je vais pas hésiter. Par exemple, tu vas lui coller une étiquette. Tu vois, attends, je vais la refaire si ça te dérange pas. Parce que si je n'étais pas assez clair. Vas-y, refais. Pour être là aujourd'hui, tu vois. Et quand t'es un privilégié, tu te dois. Pause. Ouais, là je vais. Ok, ça tourne bien de mon côté, ça tourne de ton côté. Sublime, ça te fait une jolie peau. Merci. La tâche, on la voit pas. Ok, test son Maëven. Test son 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend bien? Je pense que oui. Vas-y Chloé, je te laisse prendre la parole. Oui, je m'appelle Chloé Lopez-Gomez, j'ai 34 ans, je suis ancienne danseuse classique et professeure de danse classique. Ça va?